10-016 заседание Совета Безопасности. Je déclare ouverte la 10 016e séance du Conseil de sécurité. L'ordre du jour provisoire de cette séance est la situation dans la région des Grands Lacs. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite à participer à cette séance les représentants de la République démocratique du Congo, la RDC, et du Rwanda. Il en est ainsi décidé, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil. J'invite à participer à cette séance M. Juan Sia, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs. Il en est ainsi décidé. À présent, le Conseil de sécurité va passer à l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Permettez-moi d'attirer l'attention des membres du Conseil sur le document S/2025/615 qui contient le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. La parole est maintenant à M. Juan Sia. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'offrir l'occasion de m'adresser à ce Conseil pour faire le point sur les derniers développements dans la région du Grands Lacs. Depuis ma dernière communication en avril, des évolutions importantes ont été enregistrées sur le plan diplomatique. Ainsi est-il né un réel espoir pour l'établissement d'un cessez-le-feu qui permettrait d'ouvrir la voie vers un règlement durable et définitif dans l'Est de la RDC. Tout d'abord, la facilitation américaine a permis le 27 juin à Washington la signature d'un accord de paix pour la République démocratique du Congo, RDC, et le Rwanda. Je remercie les États-Unis pour leur contribution essentielle à cette avancée majeure. Depuis lors, plusieurs réunions des mécanismes établis dans le cadre de cet accord ont eu lieu et ont abouti, entre autres, à l'adoption d'un ordre opérationnel pour la mise en œuvre à partir du 1er octobre du concept des opérations pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et la levée des mesures défensives prises par le Rwanda. Ensuite, je voudrais aussi saluer les efforts inlassables du Qatar qui ont abouti à la signature d'une déclaration de principe le 19 juillet dernier et un accord sur un mécanisme d'échange de prisonniers début septembre. J'espère que la prochaine session des négociations entre les autorités de la RDC et le M23 reprendra rapidement et aboutira à la conclusion d'un accord de paix global. Enfin, sous l'impulsion de l'Union africaine, les processus africains régionaux ont été rationalisés, permettant un renforcement de leur coordination et de leur cohésion. En effet, le 13 août, le sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a approuvé la fusion des processus de Nairobi et de Luanda, placés sous le médiateur désigné par l'Union africaine, le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé, et appuyé par un panel de 5 facilitateurs et anciens chefs d'État agissant au nom de la CAE SADC. Un secrétariat technique conjoint placé sous l'égide de la Commission de l'Union africaine et basé à Addis Abeba est en cours d'établissement. Monsieur le Président, si tous ces efforts de paix africains
et internationaux sont louables et prometteurs. Ils n'ont cependant pas tenu à ce jour leur promesse. Le cessez-le-feu convenu n'est pas respecté. Après une brève accalmie, les parties au conflit se sont renforcées et ont repris les opérations militaires. La situation humanitaire demeure catastrophique. L'accès humanitaire reste problématique. Des violations graves des droits de l'homme continuent à être enregistrées et les déplacements de population se sont également aggravés. Comme l'a rappelé la représentante spéciale Bintou Keïta lors de sa présentation au Conseil de sécurité du 30 septembre, la détérioration de la situation sur le terrain laisse entrevoir une tendance dangereuse qui risque de menacer la stabilité régionale. Je partage ce constat. La situation alarmante sur le terrain, marquée par un déplacement des lignes de front vers le sud Kivu, font peser le risque d'un embrasement régional qui réduirait à néant tous les efforts de paix consentis actuellement. Monsieur le Président, distingué membre du Conseil, dans ce contexte particulièrement inquiétant, que peut-on faire de plus pour mettre fin aux souffrances des populations, éviter une aggravation du conflit ainsi qu'une déstabilisation de l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs? Permettez-moi de partager quelques priorités susceptibles d'aider à la résolution de la crise, pour peu qu'on travaille tous ensemble vers notre objectif commun, la paix. La toute première priorité doit être un cessez-le-feu immédiat, effectif et inconditionnel. J'appelle toutes les parties sur le terrain au respect des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, ainsi que des engagements pris au titre de l'accord de Washington et de la déclaration de Doha. Deuxièmement, il nous faut accorder tout le soutien possible, politique et technique nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de Washington et à l'aboutissement du processus de Doha. Mon bureau, aux côtés des entités onusiennes de la région, demeure à la disposition des parties, des facilitateurs et des facilitatrices de ces deux processus pour soutenir la mise en œuvre des dispositions pertinentes, notamment en matière de rapatriement des groupes armés étrangers, de mobilisation de ressources et de traitement des causes profondes du conflit. Je suis heureux de souligner qu'un travail de coordination des efforts de la MONUSCO, UNOAU, UNOCA et de mon bureau est en cours afin d'optimiser le soutien des Nations Unies aux efforts de paix sur la base de nos mandats respectifs et des avantages comparatifs. Nous disposons d'une offre de soutien global et complémentaire aux efforts des partenaires africains et internationaux. Je saisis cette occasion pour saluer et encourager les discussions en cours sur la coopération économique régionale, dimension prometteuse du processus de Washington, sachant que parmi les éléments structurels de la crise se trouve la question de l'exploitation illicite des ressources naturelles. Sur ce volet, mon bureau compte poursuivre son plaidoyer et son soutien technique à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, pour le renforcement des mécanismes de traçabilité, de redevabilité et de transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais dans la région. Mon bureau demeure également à la disposition des parties
et des facilitateurs pour appuyer ou contribuer sur la base de notre expertise ce nouveau cadre d'intégration économique régionale en gestation. Troisièmement, des efforts complémentaires, supplémentaires sont nécessaires pour garantir une médiation africaine unifiée et efficace. Je compte poursuivre les bons offices du secrétaire général ainsi que mon travail de coordination des efforts des partenaires internationaux, notamment au sein du groupe international de contact sur la région du Grand Lac, afin de soutenir l'Union africaine dans ses efforts de paix. Dans ce cadre, nous allons continuer nos échanges avec l'Union africaine, tant au niveau de la Commission qu'avec le leadership de la conférence des chefs d'État, afin de renforcer la coordination et le partenariat UA-ONU sur le règlement de la crise dans l'Est de la RDC. Je saisis cette opportunité pour réitérer ma disponibilité entière à accompagner à leur demande les efforts du président Lorenzo en tant que président en exercice de l'Union africaine, du président Faure Gnassingbé en tant que médiateur de l'Union africaine, ainsi que les panels des facilitateurs et des facilitatrices. Parallèlement, je continuerai à travers le mandat régional qui m'a été confié à jouer le rôle de catalyseur d'entente entre les pays de la région qui seront affectés de façon différente par ce conflit et qui ont donc des perspectives différentes à faire valoir. Une cohérence des visions est cruciale pour faire percevoir auprès de tous les protagonistes l'intérêt supérieur de la paix et de la coopération dans la région. Quatrièmement, il est important de souligner de nouveau qu'il ne peut y avoir de paix durable sans un traitement sérieux des causes profondes et structurelles du conflit. À cet effet, l'accord cadre d'Addis Abeba demeure un outil central tel que réitéré par les pays de la région lors de la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi tenue le 24 mai dernier en Ouganda. Je compte poursuivre donc les efforts pour la revitalisation de l'accord cadre qui offrira un meilleur suivi et une plus grande redevabilité pour la mise en œuvre des engagements pris. Monsieur le Président, est-il nécessaire de rappeler que cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de la résolution 1325-2000 sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est fort de l'esprit de cette résolution du Conseil que je continue de travailler avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, l'ambassadrice Boula Boula, en vue de renforcer le rôle des femmes dans les processus de paix en cours. Dans le même élan, en collaboration avec la MONUSCO, mon bureau a apporté son soutien à la mission à Kinshasa en juillet dernier des facilitatrices et anciennes présidentes, Mme Catherine Stokpa-Gonza et Mme Sarlé Volk-Zegle, respectivement en charge des questions d'inclusion des femmes, de la société civile et des questions humanitaires au sein du panel. Je suis heureux de signaler que des préparatifs sont en cours pour d'autres missions dans l'Est de la RDC et la région. Distingués membres du Conseil, les priorités que je viens d'énumérer visent à tirer profit des atouts, des mandats et des expertises des uns et des autres, prenant en compte l'ensemble des dimensions complexes de ce conflit.
je vous demande humblement d'appuyer ces démarches, de prendre toute la mesure de la dimension régionale de ce conflit, d'user de votre poids et de tous les leviers à votre disposition en tant que membre du Conseil de sécurité pour faire respecter la mise en œuvre de la résolution 2773, votre résolution. Mais nous devons aussi reconnaître, en tant que communauté internationale, que toutes nos actions, toutes nos résolutions ne pourront pas avoir d'effet sur le terrain si les parties elles-mêmes ne sont pas prêtes à faire la paix. C'est pourquoi, et ce sera mon mot de conclusion, j'en appelle aux premiers concernés, à savoir aux pays frères de la région, à reprendre un dialogue direct et franc et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Je vous remercie. Je remercie M. Juancho pour son exposé. Je vais maintenant donner la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. La parole est au représentant de la France. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord remercier l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, Monsieur Ranxia, pour ses propos, et ses analyses et ses propositions que nous appuyons. Lors de notre dernière réunion semestrielle, la directrice exécutive de l'UNICEF, Mme Catherine Russell, avait exposé l'impact dramatique de ce conflit sur les populations civiles, en particulier les enfants. Ces exactions se poursuivent. Nous ne pouvons nous y résoudre. En avril, nous avions également écouté le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, M. Tete Antonio, présenter au titre de la présidence angolaise de l'Union africaine les efforts régionaux de paix. Nous saluons la poursuite de cette médiation au travers de l'implication du Togo et remercions les présidents João Lourenço et Faure Gnassingbé pour ces efforts. La France salue leur rôle, ainsi que celui de l'Union africaine et des organisations sous-régionales dont l'association au processus de Washington et Doha est fondamentale. Les efforts des États-Unis et du Qatar ont abouti à des accords qui doivent maintenant être appliqués effectivement sur le terrain. Le processus de Luanda avait établi les bases opérationnelles d'un plan harmonisé sur la neutralisation des FDLR et le retrait des forces rwandaises. La reprise de ce plan, dans le cadre de l'accord de Washington, rappelle le caractère incontournable des contributions régionales. Outre l'attachement de la France au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, j'insisterai aujourd'hui sur 3 priorités au regard de l'exposé de M. l'envoyé spécial. Tout d'abord, la France condamne une nouvelle fois les attaques des groupes armés contre les civils, la dégradation de la situation humanitaire et sécuritaire, les discours de haine, et elle appelle tous les groupes armés à y mettre fin. Il est intolérable que se perpétue un système dans lequel des accords de paix sont conclus mais ne sont pas suivis d'effet. La résurgence des attaques perpétrées contre les populations civiles par les groupes armés, notamment le M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda, contribue à la dégradation d'une situation humanitaire déjà catastrophique. Les ADF, affiliés à Daesh, multiplient leurs attaques terroristes contre les populations civiles dans le Grand Nord et en Ituri. Dans le sud Kivu, le M23 fait peser un risque d'encerclement sur Uriva, à la frontière avec le Burundi. La France appelle à ce que les discours de haine cessent, notamment ceux propagés par certains éléments des Wazalando. La mission de protection des civils de la MONUSCO joue un rôle déterminant. Cette dernière doit donc disposer de la liberté d'action nécessaire et des moyens adaptés pour une mise en œuvre sans entrave de son mandat dans l'intégralité de sa zone d'opération, notamment dans son volet offensif face aux exactions des groupes armés. Gardons cela à l'esprit dans les prochaines semaines. Des progrès immédiats doivent être réalisés afin d'améliorer les accès humanitaires, lever les entraves pesant sur la MONUSCO, notamment sur la relève de ses contingents, et lever les restrictions qui leur sont imposées, ainsi que permettre la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu.
Je le réitère, la France soutient les médiations en cours et appelle à des efforts renouvelés pour les traduire en résultats concrets avec la cessation immédiate des hostilités. L'implication du Conseil et de l'ensemble des partenaires régionaux et internationaux est centrale, afin d'enjoindre les parties à honorer leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de Washington agréé le 27 juin et à respecter la résolution 2773 adoptée à l'unanimité de ce Conseil. Je salue à ce titre l'annonce des forces armées de République démocratique du Congo appelant les forces démocratiques de libération du Rwanda à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises ou à la MONUSCO. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du plan de neutralisation des FDLR, dont la concrétisation est désormais primordiale. De même, la pleine mise en œuvre de la résolution 2773 doit être assurée, s'agissant notamment du retrait des forces rwandaises du territoire congolais et de l'arrêt de leur soutien au M23. Enfin, la recherche d'une paix durable implique de ne négliger aucune dimension de ce conflit. L'envoyé spécial l'a rappelé, cela passe par des réponses aux problématiques liées à l'exploitation illégale des ressources naturelles, aux déplacements forcés, aux discours de haine, à la lutte contre l'impunité, au respect du droit. Nous soutenons le travail des Nations Unies dans ce sens, ainsi que la contribution des sociétés civiles et les pistes ouvertes par l'accord de Washington. Monsieur le Président, après des décennies de conflits, il est urgent que les belligérants répondent aux attentes des populations en vue de parvenir à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le Conseil doit appuyer résolument les efforts pour cesser les combats, trouver une solution politique, garantir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et répondre à l'urgence humanitaire. C'est le but de la conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans les Grands Lacs, coprésidée avec le Togo, médiateur de l'Union africaine, que la France accueillera le 30 octobre à Paris. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. La parole est maintenant au Royaume-Uni. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'envoyé spécial, M. Sia, pour son intervention. Je reviens sur 3 points. Tout d'abord, le Royaume-Uni exhorte les parties dans l'Est de la RDC à continuer de dialoguer en toute bonne foi dans les processus de paix qui sont en cours et qui sont facilités par les États-Unis et le Qatar. Ces processus, ainsi que le rôle de fer de lance que joue l'Union africaine au niveau régional, sont la meilleure possibilité qui nous est offerte de rétablir la paix, la prospérité et la sécurité, des choses auxquelles le peuple de l'Est de la RDC mérite. Nous remercions tous les facilitateurs pour leurs efforts. Le moment est venu de mettre en œuvre les engagements. Deuxièmement, le Royaume-Uni appelle toutes les parties dans l'Est de la RDC à protéger les civils et à faciliter l'accès humanitaire conformément au droit international humanitaire. Le Royaume-Uni continue d'appuyer les efforts humanitaires dans l'Est de la RDC par la mise à disposition d'environ 80 millions de dollars d'une assistance qui sauve des vies cette année. Nous sommes profondément préoccupés par les signalements répétés de violations et d'abus des droits de l'homme, y compris la violence sexuelle liée au conflit, aux mains de parties au conflit, en particulier par le M23 et les Wazalendo. Nous rappelons à toutes les parties leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Nous leur rappelons les exigences très claires du Conseil de sécurité reprises dans la résolution 2773. Ceci comprend le retrait des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC. Le Royaume-Uni souligne son plein soutien à la MONUSCO et au rôle qu'elle joue. Nous espérons pouvoir débattre bientôt du mandat de la MONUSCO. Nous soulignons que tout obstacle au fonctionnement de la MONUSCO, et en particulier dans les zones qui sont occupées par le M23, sont inacceptables et doivent cesser. Troisièmement, le Royaume-Uni note avec une inquiétude certaine les limites croissantes imposées à l'espace civique et à la liberté d'expression au niveau de la région, comme en fait état le dernier rapport du secrétaire général. Nous soulignons l'importance qu'il y a à protéger ces droits fondamentaux
qui sont essentielles pour garantir une gouvernance inclusive, l'application du principe de responsabilité et la stabilité sur le long terme. Et nous exhortons tous les pays de la région des Grands Lacs, mais en particulier ceux qui approchent d'échéances électorales, à faire de leur mieux pour défendre l'espace civique et protéger la liberté d'expression. Je vous remercie. Je remercie la représentante du Royaume-Uni. La parole est maintenant à la République de Corée. Mr. President, Monsieur le Président, permettez-moi de remercier l'envoyé spécial Huang Sha pour son exposé circonstancié. Je salue également la présence des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à cette séance. Nous ne pouvons pas espérer de parvenir à la stabilité dans la région des Grands Lacs sans lutter contre l'insécurité en cours et persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC. Étant donné les progrès encourageants qui ont été réalisés grâce à des pourparlers de paix entre les parties, même si à première vue il semble difficile de parvenir à un règlement diplomatique, mais c'est loin d'être impossible. Nous espérons sincèrement que ces efforts aboutiront bientôt à un accord de paix final entre la RDC et le Rwanda, qui ouvrira la voie à une paix et à une stabilité durable dans la région. Permettez-moi de mettre en exergue 3 points aujourd'hui. Premièrement, la République de Corée salue les efforts diplomatiques en cours et les accords facilités par les États-Unis, le Qatar et le Togo en tant que facilitateur de l'Union africaine, ainsi que les travaux de la Commission de l'Union africaine. En particulier, nous prenons note du processus de Luanda emmené par l'Angola, qui a beaucoup fait pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Conformément à tous les accords et la résolution 2773, le M23 doit cesser ses activités hostiles et retirer ses forces militaires de Goma, de Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle. Nous appelons également la RDC comme le Rwanda à pleinement mettre en œuvre l'accord de paix, y compris le plan harmonisé visant à lever les mesures défensives du Rwanda à la neutralisation des FDLR. En outre, nous souhaitons souligner que la MONUSCO a un rôle fondamental à jouer pour protéger les civils des activités du M23, des ADF, du Codeco et d'autres groupes armés. Toutes restrictions concernant les déplacements et les activités de la MONUSCO doivent être levées pour permettre à la mission de pleinement mettre en œuvre son mandat. Deuxièmement, nous sommes particulièrement alarmés par le récent rapport du secrétaire général qui indique que de juin à septembre de cette année, un total de 1087 civils, y compris 152 femmes et 86 enfants, ont été tués dans l'Ituri et le Nord Kivu. Toutes les parties au conflit, y compris le M23, les groupes affiliés et bien sûr les forces régulières, ont la responsabilité de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire. Nous sommes vivement préoccupés par le fait que 5,3 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et que plus de 27 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire fin août. Selon le CICR, 85% des installations médicales dans l'est de la RDC connaissent de graves pénuries de médicaments essentiels. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que une nouvelle crise d'Ebola en RDC a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pour atténuer cette crise humanitaire multiple, il est urgent que la communauté internationale accorde davantage d'attention à la situation humanitaire en RDC et qu'elle prenne des mesures concrètes, par exemple en créant des couloirs humanitaires pour faciliter l'acheminement en temps voulu de l'aide à l'est de la RDC et pour atténuer les graves souffrances de la population. Faisant fond sur notre appui
de 200 millions de dollars. Nous avons fourni en 2024, que nous avons fourni à la région des Grands Lacs en 2024. La République de Corée poursuivra également sa contribution en appuyant divers programmes de coopération pour le développement. Troisièmement, des efforts combinés doivent se poursuivre pour faire face aux causes profondes de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Avant tout, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région reste essentiel. Nous nous félicitons de l'organisation de la 12e réunion du mécanisme régional de suivi en mai, et nous espérons que les mesures visant à mettre en œuvre ce cadre, comprenant les 11 pays de la région, continueront à être mises en œuvre. Nous saluons également le dialogue interne qui se poursuit en RDC et les initiatives volontaires de la société civile visant à promouvoir la cohésion sociale. Ces efforts seront un socle solide pour la stabilité dans l'est de la RDC. Enfin, c'est très important, l'ampleur croissante de l'exploitation et du commerce illicite des ressources naturelles sont une source que l'on ne saurait nier de la poursuite de l'instabilité et de la persistance des tensions régionales. Afin de faire face à ces préoccupations, nous appelons à des mesures renforcées pour garantir la transparence et la traçabilité des exportations de ressources minérales. Pour conclure, Monsieur le Président, la République de Corée réaffirme son appui indéfectible à l'envoyé spécial Hwang Sha et aux organisations régionales. Nous restons fermement engagés au fait d'appuyer les initiatives promouvant une paix et une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée de sa déclaration. La parole est maintenant au Panama. Gracias. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Hwang Sha, pour son exposé détaillé, et nous saluons son dévouement à la tâche. Nous saluons également la présence parmi nous des représentants permanents de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Nous saluons le dévouement de l'Organisation des Nations Unies sur le terrain, ainsi que les efforts déployés par l'Union africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la communauté d'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Nous remercions pour les efforts qu'elle déploie toutes pour promouvoir la paix. La région, cependant, continue d'être sous un nuage noir. Ainsi, à l'est de la République démocratique du Congo, le M23 et d'autres milices continuent d'agir en toute impunité. Dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, 90% des centres de santé ne disposent pas de médicaments, étant donné les pillages, le bouleversement des chaînes d'approvisionnement et l'insécurité constante. Dans des villes comme Goma, la vie au quotidien est paralysée. Les commerces de détail ont pratiquement disparu, le système bancaire s'est effondré et les services de base sont gravement menacés. Des pays voisins tels que l'Ouganda et le Burundi accueillent des centaines de milliers de personnes déplacées. La pression sur leur système d'assistance humanitaire et leur système sanitaire est énorme. Face à cette réalité, nous lançons un appel urgent à la communauté internationale pour qu'elle redouble d'efforts, notamment pour ce qui est de l'assistance humanitaire qui est fournie, pour garantir l'accès sans entrave du personnel d'assistance humanitaire et pour garantir l'application du principe de responsabilité, étant donné les violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Nous ne pouvons permettre que la population civile continue d'être l'otage d'un conflit prolongé et brutal. Ceci étant dit, et malgré ce sombre tableau, des avancées diplomatiques encourageantes se sont fait jour. L'accord de Washington entre la République démocratique du Congo, la RDC et le Rwanda a fixé des engagements clairs concernant la sécurité des frontières, la démobilisation de groupes armés et la coopération économique. Dès lors, et depuis, ont été mis en place des mécanismes de suivi, comme le comité de surveillance conjointe, pour garantir le respect de cet accord. Le Panama se félicite de cette avancée historique et encourage les deux parties à maintenir le dialogue et à s'acquitter pleinement de leurs engagements.
Nous saluons également le rôle du Qatar qui a facilité la déclaration de Doha entre le gouvernement congolais et le M23, une déclaration par laquelle l'importance du cessez-le-feu a été réaffirmée et l'utilisation de la violence sexuelle en tant qu'arme de guerre a été rejetée. Le Panama exhorte le M23 à respecter ses engagements et exhorte le gouvernement de la République démocratique du Congo à maintenir ouverts les canaux de dialogue sans tolérer impunité quelle qu'elle soit face aux responsables de crimes graves. Monsieur le Président, la croisée des conflits, ressources naturelles et les changements climatiques ne fait que sombrir le tableau. Les variations climatiques dues aux sécheresses, aux précipitations qui sont imprévisibles et à la dégradation des sols ne font qu'accroître la pression sur les communautés qui dépendent de l'agriculture pour survivre. Ceci intensifie également les différends locaux concernant la terre et l'eau. Les chaînes illicites du trafic des minéraux viennent alimenter le financement des groupes armés et minent la légitimité des institutions. Les opérations extractives sont très souvent opaques. Il n'y a aucune traçabilité, ni non plus normes environnementales ou sociales, ce qui renforce les dynamiques ou la dynamique de la corruption et du conflit. J'en veux pour preuve le projet Ruzizi 3 dans la frontière entre le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo, qui a pour but d'accroître la production régionale d'énergie. Cette centrale hydroélectrique, malheureusement, est grandement menacée par l'insécurité quotidienne, la fragilité des institutions, les risques d'expropriation et la difficulté qu'il y a à attirer des investissements de manière durable dans un contexte aussi instable. Le programme Femmes, Paix et Sécurité est également quelque chose qui reste mettre en œuvre. En effet, une paix véritable exige de reconnaître les femmes comme acteurs clés de la prévention, de la réconciliation et de la reconstruction sociale. Les processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration doivent prendre en considération la problématique homme-femme. Ils doivent traiter de l'expérience qui a été celle des femmes ex-combattants et survivantes et leur fournir un appui psychosocial, mettre à leur disposition des activités de formation et garantir des moyens de subsistance pour celles-ci. L'application du principe de responsabilité à la région est fondamentale. Ainsi, dans la région, nous sommes encore les témoins de violations des droits de l'homme comme les exécutions extrajudiciaires, le recrutement d'enfants et les attaques à l'encontre de civils qui sont très souvent non suivi d'enquête ou de sanctions. Le principe de non-impunité doit être renforcé. Il faut garantir un accès sans entrave pour les mécanismes indépendants d'établissement des faits aux zones les plus affectées. Il faut faciliter les enquêtes impartiales, accompagner les mécanismes d'indemnisation des victimes et renforcer les institutions locales de la justice. Mesdames et messieurs, le Panama souligne l'importance qu'il y a d'appuyer pleinement l'accord de Washington et les négociations avec le M23, de les appuyer en mettant en place des mécanismes de suivi, des mécanismes crédibles et des sanctions progressives en cas de non-respect. Il est fondamental de renforcer le bureau de l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, lui fournir ressources, autonomie et moyens techniques pour coordonner ses activités avec l'Union africaine et d'autres mécanismes sous-régionaux. Le Conseil doit également appuyer l'augmentation des ressources humanitaires pour couvrir les besoins en matière de santé, d'eau, de nutrition et de refuge. Il faut également garantir davantage d'inversion vers la prévention, projet de développement rural, résistant au climat, reboisement, gestion des bassins hydriques et sécurité alimentaire. Nous intégrons également, nous insistons sur la nécessité d'intégrer la problématique homme-femme dans tous les étapes des processus de paix, du début jusqu'à la fin. Il est urgent que les États garantissent un accès aux missions de vérification et d'observation. Les rapports de l'ONU et les mécanismes régionaux doivent intégrer des audits indépendants et appliquer des normes très strictes en matière de transparence. La région des Grands Lacs est à un moment décisif. Les risques d'escalade et d'expansion dans d'autres pays sont réels, et comme également notre possibilité qui nous est offerte d'agir de manière multilatérale et persévérante. Je vous remercie. Je vous remercie et je donne maintenant la parole au représentant de la Grèce. Représentant de la Grèce. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier d'abord l'envoyé spécial, Monsieur Chef, pour son exposé très complet. Permettez-moi également de saluer la participation des représentants de la République démocratique du Congo, la RDC, et du Rwanda à cette séance. Monsieur le Président, nous nous réunissons aujourd'hui.
La région des Grands Lacs est un moment critique. L'offensive du M23 dans les nord et sud Kivu, en RDC, continue à avoir de graves conséquences humanitaires et sécuritaires. Les tensions transfrontières et un possible effet tache d'huile du conflit continuent à avoir des répercussions sur la stabilité de la région. Permettez-moi d'évoquer 3 points. Premièrement, la résolution 2773 doit être immédiatement mise en œuvre pleinement et sans condition. Le M23 doit immédiatement cesser toutes les hostilités et retirer toutes ses forces de Goma, de Bukavu et de toutes les autres zones sous son contrôle. Nous réitérons notre appui indéfectible à l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous souscrivons à ce qu'a dit le secrétaire général qui exhorte tous les pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à faire respecter les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale de tous les États de la région des Grands Lacs et à cesser d'apporter une aide, d'appuyer ou de tolérer des groupes armés illégaux. Nous félicitons les États-Unis et le Qatar pour leurs efforts de facilitation de la paix. Nous exhortons la RDC et le Rwanda à accélérer la mise en œuvre de leurs engagements tels que prévus par l'accord de paix de Washington. Nous félicitons du retour de l'RDC et de l'AFCM 23 à Doha fin août. Deuxièmement, nous sommes vivement préoccupés par l'aggravation d'une situation humanitaire déjà très grave, telle que également décrite par l'envoyé spécial M. Chia aujourd'hui. La poursuite de l'offensive du M23 dans le nord comme dans le sud Kivu a entraîné une nouvelle augmentation du nombre de personnes déplacées dans la région des Grands Lacs. L'insécurité alimentaire, le retour des maladies communicables et les catastrophes naturelles déclenchées par le changement climatique restent des difficultés majeures dans la région. Nous condamnons sans embâche toutes les violations des droits humains et toutes les atteintes à ces droits dans les pays de la région, telles que signalées par le secrétaire général. Nous sommes particulièrement préoccupés par les graves violations des droits humains et atteintes à ces droits commises contre les femmes et les enfants, notamment le recrutement à grande échelle et l'utilisation d'enfants, les enlèvements, meurtres et mutilations, ainsi que des niveaux choquants de violences sexuelles. Nous saluons tous les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique et à la réconciliation. Dans ce contexte, nous saluons l'initiative française visant à organiser avec le Togo, médiateur pour l'Union africaine, à Paris le 30 octobre, une conférence visant à appuyer la paix et la sécurité dans la région. Troisièmement, nous félicitons l'envoyé spécial pour ses bons offices constants et pour ses contacts avec les dirigeants de la région afin de compléter, de coordonner les efforts de paix régionaux et internationaux. Nous félicitons également ses services pour son plaidoyer, sa coopération et ses activités en faveur d'une gouvernance durable et transparente des ressources naturelles dans les Grands Lacs, en particulier dans le secteur minier. Une coopération régionale robuste, l'intégration de la chaîne des valeurs, un renforcement des capacités intensifié s'agissant des richesses minérales peuvent garantir la prospérité, la paix et la sécurité pour la région. Pour conclure, Monsieur le Président, nous souscrivons avec l'analyse du secrétaire général selon laquelle l'édification de la confiance entre tous les pays de la région des Grands Lacs est essentielle pour une paix, une stabilité et une prospérité durable. La Grèce continuera à travailler de manière constructive avec tous les partenaires à cette fin au Conseil de sécurité et en bilatéral. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Grèce de sa déclaration. La parole est maintenant à la Sierra Leone. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des membres des A3+, l'Algérie, le Guyana, la Somalie et mon pays, la Sierra Leone. Nous remercions sincèrement Monsieur Huang Sha, envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, pour son exposé circonstancié et ses efforts soutenus pour appuyer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Nous saluons la participation des représentants de la République démocratique du Congo, la RDC et du Rwanda à cette séance. Les A3+, félicitent les dirigeants de la région d'avoir organisé la 12e réunion de haut niveau du mécanisme régional de surveillance
de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, qui a entraîné l'adoption d'un plan d'action pour revitaliser l'accord. Les A3+, saluent également les efforts constants des dirigeants passés comme présidents de la région afin d'aider à trouver une solution pacifique à la crise dans l'est de la RDC. L'engagement constant du président João Manuel Gonçalves Lourenço de l'Angola, président de l'Union africaine, le président Faure Essozi Singbe du Togo, médiateur de l'Union africaine, et des membres du groupe des facilitateurs sont dignes d'éloge. Les A3+ appellent le Conseil de sécurité et la communauté internationale dans son ensemble à continuer à appuyer les initiatives régionales en alignant toutes les initiatives internationales de paix sur les efforts de l'Union africaine en faveur de la paix. Nous insistons sur l'importance de la viabilité de la feuille de route de la CEA et de la SADC pour régler le conflit, alors que nous continuons notre ferme appui au processus de Luanda de Nairobi fusionné tel que décidé par le sommet CEA-SADC, et nous exhortons le Rwanda et la RDC à continuer à pleinement participer au processus en accordant la priorité à la paix, la stabilité et le développement de la région. Les A3+ sont également encouragés par les initiatives internationales complémentaires visant à la paix, et nous félicitons la médiation menée par les États-Unis et la signature le 27 juin 2025 de l'accord de paix facilité par les États-Unis entre la RDC et le Rwanda, et les réunions du mécanisme conjoint de coopération du comité conformément à l'accord. Les A3+ saluent également le rôle de médiation de l'État du Qatar et se félicite de la signature de la déclaration de principe par le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 le 19 juillet 2025 à Doha, et l'accord concernant les personnes détenues. Les A3+ appellent les gouvernements de la RDC et du Rwanda à pleinement honorer leurs engagements et à respecter leurs obligations respectives au titre des diverses initiatives visant à parvenir à la paix dans l'est de la RDC et à la stabilisation dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous insistons également sur l'obligation de toutes les parties à pleinement respecter les dispositions de la résolution 2773 du Conseil de sécurité, conformément à ces engagements des parties au titre des accords signés. Nous soulignons également les obligations de tous les signataires à l'accord cadre de paix et sécurité de coopération pour la RDC et la région, y compris ceux qui exigent de ne pas appuyer les groupes armés présents dans la région. Nous appelons tous les pays de la région à rechercher des voies pacifiques pour le règlement de tout différend et à accorder la priorité à la normalisation des relations, le cas échéant. Nous encourageons des initiatives qui approfondissent la coopération. Nous soulignons l'importance de la poursuite des contacts et du dialogue. Les A3+ estiment qu'il est impératif de souligner l'importance qu'il y a à assurer la cohérence et la complémentarité entre toutes les initiatives de paix. Nous soulignons que les accords internationaux doivent renforcer le processus dirigé par les Africains. Nous saluons le rôle de chef de file de la Commission de l'Union africaine qui guide la consolidation du dispositif de médiation. Nous encourageons une coordination avec tous les partenaires régionaux et internationaux pour appuyer les efforts de paix sur le continent. Monsieur le Président, les A3+ souscrivent aux vives préoccupations du secrétaire général concernant les signalements de violation du droit international des droits de l'homme et humanitaires dans l'est de la RDC. Le rapport du commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, de sa mission d'établissement des faits dans les provinces du Nord et du Sud Kivu de la RDC, indique que toutes les parties au conflit ont commis de graves violations et atteintes aux droits humains qui peuvent représenter des crimes au titre du droit international humanitaire. Les A3+ condamnent sans embâche ces violations et soulignent que le scandale représenté par la violence sexuelle doit cesser. Les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice. Les A3+ continuent à exprimer leur vive préoccupation concernant la situation humanitaire dans la région. Il y a des déplacements de millions de civils qui ont été forcés de quitter leur foyer. Il y a de nombreux incidents de violences sexuelles et de recrutement forcé d'enfants. L'accès humanitaire reste gravement entravé dans certaines zones, ce qui fait que les populations déplacées continuent à avoir désespérément besoin d'aide. Nous appelons un accès humanitaire sans restriction. Nous exhortons
à la protection des civils face aux attaques des groupes armés. En outre, nous répétons que la protection des civils doit être essentielle dans tous les efforts visant à la paix et à la stabilité dans la région. C'est pourquoi nous reconnaissons le rôle fondamental de la MONUSCO en ce moment crucial pour appuyer les autorités congolaises et faciliter la protection des civils conformément à son mandat. Nous soulignons l'importance d'un financement adéquat pour la mission, en particulier en cette période vulnérable. Nous saluons les efforts visant à promouvoir la véritable participation des femmes au processus politique et processus de paix. Monsieur le Président, pour parvenir à une paix durable, nous ne devons pas oublier de remédier aux facteurs clés de l'instabilité en RDC dans la région des Grands Lacs, tels que l'exploitation illicite des ressources naturelles, le sous-développement et l'absence actuelle d'une présence intégrale de l'État et de la gouvernance dans les zones touchées. Endiguer l'exploitation illicite et le trafic des ressources naturelles qui sont des facteurs clés des conséquences du conflit reste essentiel. Les A3+. Se félicite donc des efforts constants de la CIRGL pour renforcer les mécanismes de certification régionale, y compris fond sur les enseignements du processus de Kimberley. Les A3+, appuient pleinement la mise en œuvre de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Notre position repose fermement sur l'appui à un dialogue inclusif, guidé par les principes d'appropriation nationale et de solutions africaines aux problèmes africains. Pour conclure, nous réaffirmons notre ferme attachement à l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à tous les États de la région. La voie vers une paix durable, ce n'est pas la violence, mais une solution politique reposant sur le dialogue, sur l'appui à la paix dans la région et le respect du droit international. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Sierra Leone de sa déclaration. La parole est maintenant au Danemark. Merci, Monsieur le Président. Je remercie l'envoyé spécial, M. Cher, pour son exposé. Votre exposé démontre clairement que la situation dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs continue à justifier toute notre attention. Monsieur le Président, permettez-moi, le Danemark appuie les efforts collectifs visant à apporter la paix dans la région. Nous saluons le rôle de chef de file des États-Unis et du Qatar et du président du Togo en tant que médiateur désigné par l'Union africaine, ainsi que, de la CEA, que du groupe de facilitateurs de la CEA et de la SADC. L'accord de Washington, comme la déclaration de principe de Doha, fournissent un élan important. Cependant, les combats sur le terrain se poursuivent et les civils sur le terrain ont besoin d'aide de toute urgence. L'objectif le plus immédiat reste donc une cessation des hostilités inconditionnelles dans l'est de la RDC et la pleine mise en œuvre de la résolution 2773. En outre, nous rappelons les engagements pris par le Rwanda et la RDC de mettre un terme à leur appui aux groupes armés, respectivement le M23 et le FDLR, ainsi qu'aux milices qui sont associées, et à mettre en œuvre le concept d'opération dans le calendrier convenu. Conformément à la résolution 2773, une fois de plus, nous appelons le Rwanda à retirer ses forces de la RDC. Deuxièmement, Monsieur le Président, nous sommes vivement préoccupés par les signalements de graves violations du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international des droits humains, des droits de l'homme, par toutes les parties au conflit dans l'est de la RDC. Nous sommes particulièrement atterrés par les niveaux de violences sexuelles et violences fondées sur le genre qui ont eu lieu en période de diminution rapide du financement aux organisations qui s'efforcent de fournir des services aux rescapés. Nous exprimons également notre préoccupation quant au signalement de violation du droit international des droits humains et atteinte à ces droits dans d'autres pays de la région des Grands Lacs. Ces signalements incluent des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des restrictions à la liberté d'expression. Nous soulignons que l'application des principes de responsabilité pour la violation du droit international est essentielle pour la stabilité de la région et doit être intégrée dans tous les efforts de paix, quelle que soit l'affiliation des auteurs présumés de ces actes. Dernier point, Monsieur le Président, il concerne plus largement le corps cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Nous saluons l'adoption récente par le mécanisme régional de surveillance d'un plan d'action visant à revitaliser cet accord cadre. Alors qu'il y a un élan renouvelé, il est impératif que tous les pays de la région respectent activement leurs engagements au titre du cadre, de l'accord cadre et contribuent constructivement à la reconstitution
reconstitution de la confiance. Leur appui à le règlement des conflits dans les RDC est essentiel pour le succès des efforts de paix en cours, y compris l'accord cadre. En outre, nous insistons sur la nécessité pour la perspective de la paix de la coopération économique dans la région des Grands Lacs, y compris avec une référence au cadre d'intégration économique régionale. Pour conclure, nous appelons toutes les parties prenantes à agir de toute urgence pour respecter leurs engagements et faire en sorte que tous les efforts de paix soient inclusifs, sexo-spécifiques et pris en main localement. Une stabilité durable dans la région dépend d'une volonté politique pérenne de la coopération régionale et d'un engagement uni en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Le Danemark appuie pleinement les efforts du Bureau du représentant spécial. À cette fin, je vous remercie. Je remercie la représentante du Danemark pour sa déclaration. Je vais maintenant la parole à la représentante ou représentante de la Slovénie. La représentante. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'envoyé spécial, Monsieur Chat, merci pour votre intervention et merci pour les efforts que vous déployez pour faire avancer le dialogue, la coordination et la paix dans la région. Votre intervention aujourd'hui nous a brossé un tableau d'une région à la croisée des chemins, devant choisir entre le risque d'une instabilité prolongée et la promesse d'une coopération redynamisée. Je vais revenir sur 3 points, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous pensons que la stabilité dans la région des Grands Lacs dépend d'un attachement partagé à la paix au niveau régional, à la responsabilité, au plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays. Ces principes sont la base sur laquelle la confiance, la coopération et une sécurité durable devraient être construites. Aucune paix ne peut résister lorsque les frontières sont violées ou lorsque des groupes armés sont à même de les traverser en toute liberté. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, et ainsi que celle de tous les États de la région, doivent être respectées par la parole et par les actes. La mise en œuvre de l'accord de Washington et de la déclaration de principe de Doha, ainsi que la convergence des efforts de médiation régionale sous la houlette de l'Union africaine sont une voie viable dans laquelle nous pouvons nous engager. Nous espérons que s'ils sont respectés, ces cadres permettront de faire taire les armes, de rétablir la confiance dans la région et d'offrir un avenir à la région pacifique. Deuxièmement, la paix ne pourra être durable tant que les causes de la violence qui se répètent ne sont pas traitées. Comme l'a dit le rapport dans son secrétaire général, l'exploitation illicite des ressources naturelles continue de financer les groupes armés, affaiblissent et minent la gouvernance et privent la région de la richesse qui lui revient. Si on ajoute à cela les griefs historiques et les tensions ethniques persistantes, ceci ne fait que perpétuer des cycles de méfiance et de conflits. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région est un élément clé pour relever ces défis. Sa redynamisation et sa mise en œuvre sont fondamentales pour transformer les engagements politiques en des mesures crédibles. Nous nous félicitons des efforts déployés par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tous les efforts qu'elle déploie pour renforcer son mécanisme de certification régionale, pour promouvoir la transparence, ainsi que pour gérer les ressources naturelles de manière licite et responsable. Ces étapes sont fondamentales pour établir la confiance entre les États et les communautés. Troisièmement, les populations doivent être au centre de tous les efforts déployés. Le bilan humain dans l'est de la RDC est effroyable. Nous sommes profondément préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire qui est marquée par une augmentation de l'insécurité alimentaire, de la violence et de la violence sexuelle liée au conflit, par des déplacements forcés et par l'effondrement des services de base qui mettent à l'épreuve des systèmes déjà fragiles, notamment des systèmes de santé. Nous réitérons notre appel en faveur de la protection des civils, en faveur d'un accès humanitaire en toute sécurité, sans entrave, et en faveur du plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ceux qui sont responsables de violations, quel que soit leur rang, quelle que soit leur affiliation, devront rendre des comptes. La paix ne peut pas garantir des vies et la dignité. Une paix qui ne garantit pas la vie et la dignité ne peut pas durer. La paix doit également garantir l'ouverture de davantage de chances, émanciper les femmes et les jeunes, en faire des partenaires de la consolidation de la paix, faire de la coopération régionale, la mettre au service de la croissance, de la création d'emplois, du développement durable, sont autant d'éléments fondamentaux pour veiller à ce que la paix ne soit pas seulement un objectif atteint, mais un objectif et quelque chose de pérenne. Nous sommes convaincus que le potentiel naturel et humain de la région, qui est immense, devrait être une source de prospérité plutôt que de division. Le choix est clair, soit on continue dans la méfiance, soit
on investit dans un progrès partagé. Nous continuerons de travailler avec les partenaires pour transformer cette vision de stabilité et de coopération en une réalité durable. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Slovénie pour sa déclaration et je vais maintenant donner la parole au représentant du Pakistan. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous remercions l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Huang Xia, pour son exposé aujourd'hui. Nous réaffirmons le soutien du Pakistan à son mandat. Nous prenons bonne note des priorités clés qu'il a présentées. La région des Grands Lacs est à la croisée des chemins. Dans l'est de la RDC, la situation continue de se détériorer. L'avancée des AFC, du M23, la multiplication des attaques par les ADF n'ont fait qu'accroître la souffrance humaine et le calvaire des populations civiles de la région. Comme nous l'avons dit à de multiples reprises, il ne peut y avoir de règlement militaire à ce conflit. Nous demandons à ce qu'un cessez-le-feu intervienne immédiatement, sans condition, et nous demandons à ce que s'applique pleinement la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Tous les groupes armés, en particulier le M23, doivent cesser les hostilités, doivent se retirer de zones qu'ils contrôlent de manière illicite, doivent démanteler les structures parallèles qu'ils ont montées et s'engager dans des processus crédibles de DDR. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être pleinement respectées. Les initiatives diplomatiques récentes lancées offrent de véritables possibilités en matière de paix. Elles sont fragiles, c'est vrai, à ce stade. Nous remercions donc la déclaration de Doha, l'accord de Washington, la médiation qatari et les efforts de convergence des processus de Luanda et de Nairobi. Ces efforts doivent maintenant déboucher sur des progrès concrets. Nous félicitons le président Dembe et le groupe d'experts qui ont soutenu cet effort. L'envoyé spécial a mis l'accent sur les efforts de médiation, la coordination au niveau international est le bienvenu. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région sont un élément clé. Le mécanisme régional de suivi est un élément clé également. Cependant, nous ne sommes pas sûrs que nous sommes inquiétés par le fait que la capacité de la MONUSCO à s'acquitter de son mandat est menacée par des coupes budgétaires. Une réduction supplémentaire de 20%, celle qui a été proposée, pourrait de manière irréversible empêcher la mission de faire son travail. Les conditions sur le terrain doivent orienter les apportements les modifications qui sont apportées à la structure de la mission et non pas les ressources. La mission doit être renforcée et non pas affaiblie pour veiller au soutien des processus de DDR, de protection des civils, des armements. Le M23 doit également lever toutes les restrictions imposées à la liberté des soldats de la paix de la MONUSCO. Maintenir et pérenniser la paix suppose également de traiter les causes profondes, traiter des lacunes en matière de gouvernance, lutter contre la criminalité transfrontière, c'est fondamental si on veut briser le cycle du conflit dans la région. Nous sommes attachés aux initiatives africaines pour trouver des solutions africaines aux problèmes africains de concert avec l'ONU. Il est nécessaire de faire converger ces efforts sur des points d'accord, prenant en considération les inquiétudes de toutes les parties. Une paix durable dans la région des Grands Lacs est encore à portée de la main si nous procédons de la sorte. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Pakistan pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la Chine, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je remercie moi aussi l'envoyé spécial du secrétaire général, Monsieur Huang Xia, pour son intervention. Je souhaite la bienvenue aux représentants du Rwanda et de la RDC. Les causes profondes des conflits dans la région des Grands Lacs sont liées
En effet, il y a des causes ethniques. Les deux guerres du Congo, les événements des 90 ont fait des millions de morts. C'est un nuage noir qui pèse sur la région aujourd'hui. Les régions sont confrontées à des déficits dans le domaine du développement, de la sécurité, de la gouvernance. Depuis trop longtemps, elles sont dans des cycles de conflits et de différends. Ce n'est qu'en tirant des enseignements de l'histoire et en mobilisant leurs propres efforts, engageant un dialogue, un processus de réconciliation que les pays de la région des Grands Lacs pourront véritablement parvenir à la paix, à la stabilité et à la prospérité et favoriser le redressement de leur pays. Je voudrais insister sur 3 points. Un cessez-le-feu immédiat est une priorité. En effet, le conflit dans l'est de la RDC est un point chaud dans la région. Malgré les efforts internationaux, le conflit redouble d'intensité. Le M23 continue d'élargir ses activités. Cela fait davantage de victimes civiles. Nous sommes donc profondément préoccupés. Nous exhortons le M23 à cesser de lutter, à retirer ses forces. La communauté internationale devrait faire pression sur les parties concernées pour mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité, cesser les hostilités, protéger les civils et garantir un accès humanitaire sans entrave. La RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre en œuvre un concept d'opération. C'est louable. Il est fondamental que les deux parties fassent preuve de volonté politique, de mettre en œuvre leurs engagements. Nous félicitons des efforts menés à bien par l'Union africaine et nous encourageons le président Fauré du Togo et le président Lorenzo de l'Angola à travailler activement avec toutes les parties. Nous saluons les efforts menés à bien par l'envoyé spécial pour sa diplomatie de la navette. Le Conseil de sécurité devrait le soutenir, appuyer un rôle plus grand pour lui dans le règlement des conflits. Nous défendons l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, deuxièmement, nous devons renforcer la confiance entre les parties. C'est la base de la paix. Depuis trop longtemps, les pays de la région ont été soumis à confrontés à des griefs. Il y a un déficit de la confiance, ce qui a posé la convention vers la division, l'affrontement, les conflits. Les pays de la région devraient donner la priorité aux intérêts de la région et négocier en toute voie. Les engagements pris dans l'accord cadre en respectant l'intégrité et la souveraineté territoriale, les inquiétudes sécuritaires et tous ces soutiens au démantèlement de M23 sont autant de bonnes choses. Nous devrions appuyer, la communauté internationale devrait soutenir les pays de la région, les aider à laisser de côté les griefs historiques, combler le déficit de la confiance découlant de la situation sécuritaire. Nous nous félicitons que l'Ouganda ait accueilli donc le sommet sur l'accord cadre et nous exhortons tous les pays à mettre en œuvre des plans d'action qui ont été arrêtés pour redynamiser l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération. Nous nous félicitons de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et nous le soutenons. Ensuite, troisièmement, des mesures doivent être prises pour régler les conflits récurrents. Il faut donc traiter les causes profondes, pas seulement les causes sécuritaires, puisqu'ils sont le fruit de ces conflits de multiples facteurs. Toutes les parties doivent adopter une approche holistique pour régler leurs problèmes en matière de déficit de la gouvernance, déséquilibre du développement, exclusion et situation humanitaire très grave pour éliminer les causes profondes des conflits. Les pays de la région devraient accroître la coopération sur les ressources minières, lutter contre les activités illicites, le trafic de celles-ci et couper les sources de financement des groupes armés de manière à ce que ces ressources puissent véritablement utiliser un moteur de la paix et du développement. Les ressources devraient appartenir aux populations locales. Et les grandes puissances fondatrices de la région devraient coopérer avec la région, devraient respecter la souveraineté nationale et les principes d'égalité plutôt que d'utiliser les ressources minières comme un outil pour atteindre des objectifs géopolitiques. À l'heure actuelle, Monsieur le Président, en septembre de l'année dernière, Monsieur le Président, un sommet a été tenu entre la Chine et l'Afrique. Nous espérons que les principes de ce sommet devraient être mis en œuvre et nous adopterons une relation basée sur la bonne foi avec l'Afrique de manière à ce que la région puisse jouir de la paix et de la stabilité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine. Je donne maintenant la parole au représentant des États-Unis, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à l'envoyé spécial. Merci, Monsieur Chia, pour votre intervention. Les États-Unis restent attachés à la mise en œuvre de l'accord de paix entre le Rwanda et le RDC que le président Trump est heureux d'avoir facilité. Nous espérons que tous les éléments de l'accord seront mis en œuvre pour faire avancer la paix, la stabilité et la prospérité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. En outre, nous espérons que la RDC et le Rwanda respecteront leurs obligations, qu'ils ne se livreront tiendront aucun discours ou acte
agressifs et régler leurs difficultés par le biais du comité de surveillance conjointe qui a tenu 3 réunions jusqu'à présent. Alors, comme vous savez, nous avons mis en place un mécanisme de sécurité régionale. Lors de sa dernière réunion, celui-ci a décidé de transformer le concept d'opération en un plan d'action opérationnel. Lors de la dernière réunion de ce mécanisme, nous avons confirmé la date du 1er octobre comme la mise en œuvre de ce mécanisme. Lors de cette dernière réunion, le Rwanda et la RDC ont décidé également de garantir l'accès par le CICR à toutes les personnes détenues. Nous voudrions remercier l'Union africaine pour tout le travail de facilitation sous la houlette de la République du Congo. La Commission de l'Union africaine travaille également à la mise en œuvre de cet accord de paix. Nous l'en remercions. En outre, nous nous félicitons des efforts déployés par le Qatar pour servir de médiateur entre le Rwanda, le MV3, la RDC. Nous continuons d'appuyer ces efforts. Il est fondamental que ces négociations arrivent à terme si nous voulons garantir la sécurité dans l'Est de la RDC. Nous espérons que tous les partis pourront se joindre à la déclaration de principes qui ont été signés par les groupes armés et vous le savez, tous les partis se sont engagés à mettre en place un cessez-le-feu. Nous demandons à tous les autres groupes armés de cesser de tuer et de revenir à des moyens pacifiques pour régler leurs différends. Les États-Unis demanderont à ceux qui sont opposés au processus de paix de rendre des comptes et nous espérons que les membres du Conseil de sécurité en feront de même. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je vais maintenant faire une déclaration en tant que représentant de la Fédération de Russie. Nous remercions l'envoyé spécial Juancho pour son exposé. Nous saluons la participation à cette séance des représentants de la RDC et du Rwanda. Notre grand regret, la situation dans la région des Grands Lacs continue à se dégrader en raison de la crise qui ne cesse pas dans l'est de la RDC. Malgré les tentatives internationales visant à contribuer à la stabilisation de la situation et à son règlement par des moyens diplomatiques, la situation sur le terrain dans les provinces orientales de la RDC ne donne pas lieu à l'optimisme. Les combats ne cessent pas, la crise humanitaire s'aggrave, les citoyens congolais et les habitants d'autres pays de la région continuent à souffrir des conséquences du conflit et des exactions de nombreux groupes armés illégaux. Cet été, selon l'ONU, il y a une nette augmentation du nombre de civils tués par les combattants. L'impasse du volet diplomatique du règlement, s'agissant de respect des obligations mutuelles, pousse à nouveau la région des Grands Lacs à une confrontation armée internationale. Nous voudrions répéter que nous suivons avec une préoccupation particulière la situation dans le sud Kivu sous menace des armes et des attaques. Le groupe M23 se trouve dans la ville d'Ouvira, près de la frontière avec le Burundi. Une nouvelle escalade est inadmissible. Nous appelons à cesser le feu. Il faut se concentrer sur de véritables mesures de règlement de la crise. Chacun sait quelle est l'option politique pour une stabilisation de la situation. Il faut avant tout appliquer la résolution 2573 du Conseil, mettre en œuvre les obligations mutuelles figurant dans l'accord de paix signé à Washington et dans les accords convenus grâce à la médiation qatari à Doha. Nous saluons les résultats du nouveau cycle de négociations dans la capitale qatari qui s'est achevé en septembre. Nous saluons l'accord réglementant l'échange de prisonniers. Nous espérons qu'il soit mis en œuvre de manière constructive. Ce sera une des mesures pour renforcer la confiance entre les parties. Nous voudrions à nouveau souligner que l'une des conditions fondamentales d'un règlement à long terme de la crise en RDC et de l'amélioration de la situation dans la région, dans l'ensemble, c'est la fin de toute aide de tout État aux groupes armés illégaux. Cela concerne le M23, tout comme l'FDLR. Seules des mesures réelles dans ce sens et la lutte conjointe des acteurs régionaux contre les groupes armés illégaux permettront de stabiliser la paix dans la région des Grands Lacs et de permettre à des millions de personnes de revenir à une vie normale.
Nous appuyons l'activité de l'envoyé spécial du secrétaire général Juan Cha visant à contribuer à la mise en œuvre de cet objectif. Nous saluons ces efforts visant avant tout à faire diminuer les divergences entre les États de la région. En conclusion, j'aimerais appeler Kigali Kinshasa à faire preuve de sagesse politique et véritablement confirmer leur attachement à leurs obligations mutuelles. D'autres options ne permettront pas de régler les causes profondes de la crise et risquent d'aggraver encore la situation dans cette partie de l'Afrique. Cela ne correspond absolument pas aux intérêts des États de la région ni de la population civile. La Russie, comme les Africains eux-mêmes, voudraient que la région des Grands Lacs soit pacifique et stable. Ce n'est qu'ainsi que les acteurs de la région pourront véritablement exploiter son potentiel économique et ensemble développer une coopération mutuellement bénéfique et surmonter le triste héritage de l'époque coloniale. Nous continuerons à contribuer aux efforts internationaux visant à rétablir un dialogue constructif entre tous les pays de la région. Dans nos travaux, notamment au Conseil, nous contribuerons à un règlement à long terme du problème de la région des Grands Lacs, conformément à la Charte des Nations Unies, en prenant en compte les intérêts fondamentaux de nos amis africains. À présent, je reprends mes fonctions de président du Conseil de sécurité. La parole est à la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je voudrais pour commencer m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous féliciter, ainsi que votre pays, la Fédération de Russie, pour la présidence du Conseil en ce mois d'octobre 2025 et pour l'organisation de cette réunion consacrée à l'examen de la situation dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi de rendre hommage au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, pour son implication dans les efforts de paix dans la région des Grands Lacs. Qu'il me soit enfin permis de remercier son Excellence, M. l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général dans la région des Grands Lacs, dont je salue la clarté de la présentation de ce matin. Monsieur le Président, la situation sécuritaire qui prévaut dans la région des Grands Lacs n'est guère reluisante, comme l'indique clairement le rapport du secrétaire général dont votre Conseil est saisi, document S-2025-516 du 1er octobre 2025. Du paragraphe 1er au paragraphe 12, le rapport dépeint le tableau sombre de la dégradation continue de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec en particulier la recrudescence des tensions au sud Kivu, notamment à Uvira, ville riveraine du lac Tanganyika, située en face de la République du Burundi. C'est ici que se concentrent toutes les tensions transfrontalières entre les différents pays des Grands Lacs, faisant de cette région un volcan fumant qui pourrait exploser à tout moment. Au-delà de ces tensions, la vérité sur le terrain est celle qui est décrite dans divers rapports du groupe d'experts sur la République démocratique du Congo et dans ceux du secrétaire général sur la situation en République démocratique du Congo, rapport dont ce Conseil reste valablement saisi. Pour rappel, votre Conseil a, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, décidé que l'AFC M23 doit se retirer de Goma, de Bukavu et de toutes les zones contrôlées et démanteler dans leur intégralité les administrations parallèles illégitimes mises en place sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le Conseil a demandé également à la Force de défense du Rwanda, RDF, de cesser tout soutien au M23 et de se retirer immédiatement du territoire de la République démocratique du Congo sans conditions préalables. Bien que l'application des dispositions de cette résolution se fait encore attendre, nous saluons tout de même la poursuite des efforts diplomatiques en cours dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Mais en dépit de toutes ces initiatives de paix,
on reste encore et toujours préoccupé, à la lumière des récents développements, par la sincérité de l'engagement du Rwanda et de leur supplétif de la FCM 23, qui s'obstinent à fouler aux pieds leurs engagements au terme de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha. Je peux citer à titre d'exemple, il y a peu, nous annoncions qu'au cours du mois de juillet 2025, plus de 300 civils congolais ont été tués dans plusieurs localités du territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu, à la suite d'attaques menées par le mouvement M23 en violation flagrante du cessez-le-feu réaffirmé dans la déclaration de principe de Doha du 19 juillet 2025 et dans l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025. Aujourd'hui encore, plus de 272 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, plus de 300 cas de viol, plus de 300 cas de torture corporelle, y compris des élèves, des cas des arrestations arbitraires dans des conditions inhumaines, des centaines de cas d'enlèvement et de recrutement forcé, des crimes organisés à Tchanzu et Rumangabo contre les jeunes Congolais sous couvert d'une formation militaire forcée sont signalés. Ces crimes ont été commis durant les mois de septembre et d'octobre en cours. Cette nouvelle série de crimes s'ajoute aux informations récemment recueillies par les services compétents dont nous avons fait état ici, notamment par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui établissent que la majorité des victimes, parmi lesquelles figuraient de nombreuses femmes et enfants, étaient des civils sans défense, exécutés sommairement. Pour la seule période du 2 juillet au 2 août, ces exactions se sont accompagnées de violations graves, comprenant plus de 125 cas de violences sexuelles, des centaines de recrutements forcés, y compris d'enfants, plus de 300 cas de torture, des pillages et incendies de biens, ainsi que la transplantation de populations non identifiées dans les zones sous contrôle du M23. Le dernier rapport du groupe d'experts, comme vous le savez, sur la République démocratique du Congo met en évidence, de manière incontestable, le lien structurel unissant le M23 au Rwanda. Il y est également établi que le Rwanda maintient un soutien actif, militaire, logistique et opérationnel, à ce mouvement armé, ce qui alimente directement la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés des populations et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, toujours au titre des efforts diplomatiques, la République démocratique du Congo appuie également la démarche de rationalisation visant la consolidation des processus de médiation menés par l'Afrique, ainsi que la nécessité d'assurer, comme souligné dans le communiqué final du sommet des chefs d'État de la SADC, réunis à Antananarivo au Madagascar le 17 août dernier, la complémentarité et l'harmonisation entre ces processus et les autres initiatives menées par le Qatar et les États-Unis. C'est ici le lieu d'assurer le Conseil de l'engagement de mon pays à poursuivre les travaux en cours sur la mise en œuvre de l'accord de Washington en conformité avec la déclaration des principes de Doha. Dans le premier cas, comme mentionné au paragraphe 16 du rapport du secrétaire général et de Doha, le comité de surveillance conjointe établi depuis le 31 juillet à Washington et les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité mis en place à Addis Abeba les 7 et 8 août 2025 sont tous à pied d'œuvre. Du côté de Doha, on en est aux discussions sur la mise en œuvre des préalables. À ce stade, un mécanisme d'échange de prisonniers a été mis en place, dans le cadre duquel le Comité international de la Croix-Rouge facilitera l'identification, la vérification et la libération en toute sécurité des détenus des deux camps. Je voudrais cependant relever, au vu des réalités malheureuses que nous observons sur le terrain, en paraphrasant le président de la République, son Excellence
M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que la cessation des hostilités, le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. En ce qui concerne l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, mon gouvernement réitère son appel pour la mise en place d'un mécanisme similaire au processus de Kimberley pour gérer l'or provenant des zones de conflit afin de mettre un terme à cette économie parallèle qui alimente la violence. Mon gouvernement, qui souscrit aux recommandations de l'atelier de Khartoum du 2 septembre 2021 sur les ressources naturelles dans la région des Grands Lacs, est prêt à participer activement aux discussions pour la mise en place d'un tel processus afin d'éradiquer ce fléau. La promotion d'une gestion durable et transparente des ressources naturelles demeure une priorité essentielle pour mon gouvernement, car c'est un des outils qui permettra de s'attaquer de manière efficiente aux causes profondes du conflit dans les Grands Lacs. Monsieur le Président, au cours de la 12e réunion du mécanisme régional de suivi du CPSF, qui s'est déroulée en Entebbe en Ouganda le 28 mai, les chefs d'État des pays membres du mécanisme ont examiné l'évaluation indépendante de la mise en œuvre du projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre adopté le 21 juin 2024, y compris ses conclusions et recommandations, et ont adopté un plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour mon gouvernement, le plan d'action ayant été adopté et sa pertinence réaffirmée, l'heure est à l'action. Notre espoir est que la République démocratique du Congo ne soit plus le seul pays de la région à respecter ses engagements au terme de l'accord cadre comme ce fut le cas dans le passé. Je voudrais clore mon propos en vous rassurant de la disponibilité de mon gouvernement à œuvrer pour une paix pérenne en RDC et dans toute la région des Grands Lacs. Mais il faudra pour cela que le Conseil puisse s'assurer de l'implication de tous les autres acteurs et signataires de l'accord cadre. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo pour sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant du Rwanda, s'il vous plaît. Thank you for giving. Merci de m'avoir accordé l'usage de la parole, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer par vous féliciter pour votre direction du Conseil de sécurité ce mois-ci. Je voudrais également remercier l'envoyé spécial pour son exposé sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je remercie également toutes les délégations qui m'ont précédé dans l'usage de la parole. Je voudrais saluer le secrétaire général et l'envoyé spécial qui ont reflété comme il se doit dans les paragraphes 14 et 21 dans les paragraphes 14 à 21 de leur rapport, les efforts diplomatiques actuels qui ont pour but de garantir un règlement pacifique de la crise dans l'est de la RDC. Je voudrais également rappeler le paragraphe 14 qui dit, et je cite, « En mars, les États-Unis ont lancé une initiative visant à faciliter un règlement politique de la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en consultation avec l'État du Qatar. » Le processus a débouché sur la signature le 27 juin à Washington d'un accord de paix entre les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Cet accord a été bâti sur une déclaration de principe signée par les deux ministres le 25 avril et un concept d'opération pour un plan harmonisé de neutralisation des FDLR et le désengagement des forces élaboré dans le cadre du processus de Luanda mené par l'Angola en octobre 2024. Les parties se sont engagées à interdire les hostilités, à respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des deux États, à cesser de soutenir les groupes armés, à désengager, désarmer et intégrer sous condition les groupes armés non étatiques, à régler les différends par la voie de moyens pacifiques,
à faire rentrer les réfugiés et les personnes déplacées et à mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité et un comité de surveillance conjointe. L'accord a également engagé les parties à mettre en œuvre la résolution 2773 du Conseil de sécurité de 2025. Monsieur le Président, le Rwanda le réitère. Il est important que nous mettions en conformité nos interventions par rapport à ce qui a été arrêté par nos États, parce que j'ai l'impression ici parfois que le Conseil de sécurité n'a pas suffisamment d'informations sur les progrès réalisés à Washington ou qu'il y a tout simplement des incohérences. Et je voudrais demander aux représentants des États-Unis d'envisager d'informer le Conseil de manière à ce que nous puissions, à ce qu'il puisse y avoir donc une cohérence entre les interventions qui sont faites au Conseil et la réalité des faits, donc des négociations à Washington. Je pense que ça permettrait d'alimenter le processus et de soutenir le processus. Nous sommes convenus d'un mécanisme pour régler nos différends avec la RDC et nous demandons au Conseil de nous soutenir. Commitments within this framework of Le Rwanda à mettre en œuvre dans ce cadre de l'accord de Washington et nous continuerons à appuyer le processus de Doha. Le Rwanda rappelle son attachement à l'accord de paix de Washington et à la déclaration de principe de Doha complémentaire facilitée par l'État du Qatar. Ces deux accords représentent des mesures essentielles pour parvenir à une paix durable et une réconciliation durable de notre région. Nous enjoignons le Conseil et les partenaires internationaux à appuyer ces efforts dirigés par les Africains et facilités par les États-Unis et le Qatar. En effet, ils font sur le socle de l'accord cadre de paix, de sécurité et de coopération, le dialogue, le respect mutuel et le cadre régional. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, ce que je voudrais faire ici, c'est répéter qu'il y a un accord entre nos deux pays que nous avons conclu dans le cadre de nos compétences souveraines, aidés par les États-Unis et le Qatar, qui continuent à nous aider. L'Union africaine aussi continue à nous aider. Nous avons besoin de votre appui. Et il faut que nous vous donniez la chance de mettre en œuvre l'accord en l'état. Et nous vous demandons de ne pas intervenir de manière à compliquer ce processus ou à détourner l'attention. Donc il y a un besoin d'harmonisation. Enfin, pour conclure, je note que le rapport, la manière dont il parle des discours de haine, de la question de FDLR, ce n'est pas une question de ressources. La question, c'est la menace existentielle qu'il représente pour le Rwanda par son intention de commettre un génocide et son passé où il a été impliqué dans un génocide. La situation des réfugiés qui sont dans des camps de réfugiés depuis 28 ans. Ces personnes, c'était des éleveurs, c'est tout. Mais ça fait 28 ans qu'ils sont dans des camps de réfugiés. Et les attaques contre des zones civiles, notamment à Minembwe, et avec qu'il continue à avoir des discours de haine contre les Tutsis dans la zone d'Ovira et dans d'autres régions de la RDC. Sur tous ces points. Parce que ça ne fait pas très longtemps que nous étions ici devant le Conseil. Et donc, le Rwanda confirme les engagements qu'il a pris devant le Conseil. Je vous remercie. Je remercie le représentant du Rwanda de sa déclaration. La liste des orateurs est épuisée. La séance est levée.